La Française, concepteur de solutions d'investissement alliant performance et durabilité, vous présente le journal décalé. Pour commencer, on va passer la frontière en finance et particulièrement en assurance vie. Il y a un pays qu'on aime beaucoup, c'est le Luxembourg. Pourquoi ? Parce qu'il permet d'échapper à la loi Sapin 2, il permet une portabilité fiscale, il permet d'avoir beaucoup plus de support. Bref, il a beaucoup d'avantages. Et pourtant, tout n'est pas si beau au Luxembourg. Il y a 30 000 Français qui en ce moment n'aiment pas du tout l'assurance vie luxembourgeoise. Pourquoi ? Parce que leur épargne est totalement bloquée. Très concrètement, il y a un assureur vie, FWU Life Insurance, qui n'est pas encore en faillite, mais qui n'a plus les exigences de capitaux en solvabilité. Ils ont 6 mois pour les retrouver, mais en attendant, il n'y a plus aucun retrait de possible. S'il n'y arrive pas, c'est la faillite. Et du coup, on peut se demander qu'est-ce qui se passe en cas de faillite. En France, c'est assez simple. Chaque assuré a une garantie de 70 000 €. Au Luxembourg, c'est très différent. Pas de garantie, mais ils sont créanciers prioritaires. Ça veut dire quoi ? Ça fait qu'on vend tous les actifs de la compagnie et c'est eux en premier qui touchent. On peut donc imaginer que les sommes seraient beaucoup plus conséquentes, mais personne ne sait combien. Du coup, finalement, ça a beaucoup fait parler. On en a beaucoup parlé cet été. On verra l'impact de cette faillite potentielle, mais je l'imagine assez faible. Ouais, une réaction. Déjà, je suis allé sur le site, c'est assez drôle parce qu'ils vendent surtout des unités de compte. Donc, faire faillite quand on a des unités de compte, alors que les garanties, c'est quand même l'endroit où c'est le plus faible, c'est quand même pas mal. Deuxièmement, on vend toujours la sécurité du Luxembourg. Bah ouais. On rappelle juste la chose suivante à tout le monde. Quand on travaille avec quelqu'un, on prend un risque sur l'émetteur. Et donc, il faut toujours être vigilant. D'ailleurs, ça m'amène dans le grand public à dire qu'il ne faut jamais avoir son épargne dans sa banque ou on a son compte courant. Quoi d'autre, Georges ? Alors, j'ai regardé des chiffres. Au premier semestre 2022, il y avait eu 529 nouveaux fonds USG. Même période en 2023, 325. Même période en 2024, 170. Si on tire le trait, on se dit finalement, il n'y aura plus de nouveaux fonds USG. Est-ce que c'est la fin de l'ESG ? Est-ce que ça intéresse personne ? Non. C'est simplement l'offre qui devient suffisante pour la demande. C'est assez logique. Tout le monde s'est lancé pour arriver à avoir ça. La demande, elle repart à la hausse, mais il ne faut pas oublier qu'elle avait pris un sacré coup de frein. Entre autres, parce qu'en 2022, il n'y a pas eu des bonnes perfs et il y a beaucoup de moteurs de performance qui n'étaient pas du tout ESG. Type la guerre en Ukraine a beaucoup poussé certaines sociétés qui ne sont pas du tout ESG. Du coup, on s'est retrouvé un peu bloqué. Et en plus, cerise sur le gâteau, on a un vrai sujet d'attentisme réglementaire. Cette gestion se dise, la réglementation, elle n'est pas stabilisée. Est-ce qu'on a intérêt à lancer un fonds aujourd'hui qui, selon nous, est ESG, mais qui ne le sera peut-être pas dans 1 an, dans 2 ans ? Du coup, qu'est-ce qu'on voit ? C'est que oui, l'ESG va continuer à se développer. Oui, l'ESG deviendra certainement très fortement majoritaire, mais on ne sait pas encore exactement où, quand, comment, d'autant plus que, Jean-François, j'ai un nouveau petit nuage à l'horizon. Pour faire un bon ESG, il faut avoir une bonne qualité d'information. Une information, elle est bonne quand elle est fiable et elle est indépendante. Or, en ESG, on a 2 gros fournisseurs d'information qui sont Moody's et MSCI. Et qu'est-ce qu'ils font ? Ils font un partenariat ensemble, ils vont devenir joints. Donc, est-ce que la qualité restera bonne de l'info ? À voir. 2 remarques. Déjà, les chiffres que vous sortez, donc Morningstar notamment, évoque les chiffres de collecte en disant que le marché européen continue de collecter, mais ce qui n'est pas le cas du marché américain. Et juste, je vais faire une remarque un peu politique. A priori, l'ESG, ça fonctionne en Europe parce que l'Europe est championne là-dessus, d'un point de vue stratégique et souveraineté économique. D'avoir été capable de laisser filer les agences de notation sur un truc qu'on voulait développer pour être le nôtre, je suis pas sûr que c'était très finaux. Autre sujet, ça fait très longtemps qu'on n'en a pas parlé et pourtant on en avait beaucoup parlé, H2O Asset Management. Le feuilleton des fonds cantonnés n'est pas terminé. Pour mémoire, les investisseurs lésés, ils réclament à peu près 750 millions d'euros d'indemnisation. H2O a déjà fait 2 remboursements, un de 144 millions, un de 85 millions. Donc, bon an, mal an, il reste 500 millions. Surprise, on apprend en juillet que H2O a conclu un accord avec le FCA, Financial Conduct Authority, qui est l'organisme anglais, pour un remboursement de 250 millions d'euros qui permettrait de clôturer le sujet. Et à côté de ça, on apprend quoi ? Qu'un certain nombre des investissements ont disparu. Jean-François, vous connaissez certainement très bien la marque La Perla. La Perla, qu'est-ce que c'est ? C'est une marque de lingerie. Vous allez me dire, Georges, vous êtes bien mignon, mais pourquoi vous me parlez de lingerie ? Parce que H2O était un gros investisseur chez La Perla, parce qu'ils avaient à la fois 53 millions d'euros d'actions et à la fois 346
millions de dettes et la Perla est en cessation de paiement. Tout ça pour vous dire quoi? La Perla, je n'ai pas beaucoup d'avis sur eux, mais en revanche, le montant réel de combien il est, c'est très compliqué à savoir. Je voudrais du coup avoir une petite pensée pour les assureurs, parce que finalement, eux, on ne parle pas beaucoup d'eux, mais ils se retrouvent complètement bloqués au milieu du combat, dans une position très compliquée. Comment gérer les remboursements? Comment tenir compte des différentes actions en justice? Comment gérer les décès? Comment informer les porteurs? Comment faire tout ça? Aujourd'hui, ils se retrouvent comment? À chaque sujet, à chaque mouvement, ils doivent tout traiter à la main, tout recalculer à la main. Par exemple, chaque remboursement, c'est-à-dire tout recalculer à la main, leurs récits ne sont pas du tout faits pour. Cette affaire doit donc leur coûter très cher en frais d'avocat, en réunion, en juriste, etc. Donc, ils sont aussi les gros perdants de l'histoire. Cette affaire, c'est aussi un gros sujet de com. Moi, juste, je voudrais, en réagissant à ce que vous dites, faire une remarque en termes de régulation et de surveillance. La France et l'autorité des marchés financiers a fait le choix de sanctionner H2O par une sanction qui était d'un montant important et une sanction de l'AMF, ça file dans les caisses du Trésor public. Et on n'avait pas traité le sujet de la remédiation. La FCA britannique, elle dit peu ou prou que H2O n'a plus le droit d'exercer en Grande-Bretagne. Et elle négocie avec H2O des solutions de remédiation avec ce remboursement de 250 millions. Donc on voit bien que quelque part, sur le traitement du porteur, les deux autorités ne font pas la même chose. Et je fais juste cette remarque puisque l'autorité des marchés financiers a pour principale fonction la protection des épargnants. Et quand il y a un problème, ce serait bien qu'on arrive à les dédommager. Et sur les sujets que vous abordez, il y a quand même aussi un deuxième sujet, c'est quelle est la position des régulateurs, que ce soit l'AMF ou que ce soit la CPR, sur le traitement. Qui est porteur des fonds? Est-ce que c'est les assureurs? Est-ce que ce sont les clients finaux? Donc, on voit bien que ça serait bien pour que ce dossier avance, que les régulateurs s'expriment aussi un tout petit peu. Je pense que ça rendrait service à beaucoup de monde. Autre sujet, on va parler de l'État français. Ils ont un souhait, en dehors d'avoir un gouvernement, c'est de simplifier la vie des Français. Et le Trésor public nous dit maintenant, vous déclarez vos impôts en ligne, ça fonctionne plutôt bien. Et si vous êtes planté, eh ben vous inquiétez pas, vous avez un petit délai, en gros, de fin juillet à l'automne pour modifier vous-même en ligne votre déclaration de revenus. Ça vous évite de faire une réclamation. Trésor public, soit il valide la modification, pas de sujet, vous avez un nouvel avis d'imposition, aucun frais supplémentaire, soit il la refuse, et là vous avez 2 mois pour la contester auprès du tribunal administratif. Ça semble hyper limpide, hyper simple, et pourtant c'est un peu le bordel. Excusez-moi du terme, mais en dehors de tout cadre, souvent l'administration fiscale, elle demande des documents pour valider ces modifications, ce qu'officiellement elle n'a pas le droit de faire. Vous allez me dire, c'est pas grave, ça simplifie, et pourtant si c'est grave, parce qu'une récente décision de la Cour administrative d'appel indique que l'administration ne peut pas refuser des modifications, même si elle les sait erronées. Ça veut dire quoi? C'est qu'en gros, elle donne le go pour une déclaration de revenus et elle donne le go pour, in fine, déclencher quelques mois après une rectification. Bref, le serpent qui se mord la queue et qui, en plus, rajoute beaucoup de travail à l'administration fiscale. Heureusement, l'administration, il est peu probable qu'elle en reste là et on espère que le Conseil d'État va prendre le sujet en main et intervenir pour corriger cette mauvaise jurisprudence, sinon tout le monde est perdant. Merci beaucoup Georges, prochain rendez-vous le mois prochain, sauf si on se voit... non, on se voit à Patrimonia avant, Jean-François, bien entendu, nous sommes tous les deux présents. Donc on se voit et on se retrouve à Patrimonia le 25 et le 26 septembre, comme promis, je vous l'avais annoncé, l'émission va être longue, parce qu'elle aura déjà pas mal tourné. On passe maintenant à notre débat sur l'immobilier.